B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans B2B. Coup de projecteur aujourd'hui sur une start-up franco-suisse qui s'est fixé comme objectif de créer la norme mondiale en matière de stockage d'hydrogène vert à destination du marché de la mobilité légère. Tout cela grâce à une petite capsule qui ressemble à une canette de soda. Alors comment fonctionne cette technologie ? L'hydrogène vert va-t-il devenir la solution incontournable pour se déplacer dans le futur ? Quels sont les projets en cours aussi pour développer cette filière de l'hydrogène en Suisse ? On en discute avec le fondateur de Storash. Bonjour Stéphane Havert. Bonjour Vincent. Bonjour Elliot. Bonjour Vincent. Stéphane Havert, on va peut-être commencer par le tout début. Qu'est-ce que l'hydrogène et comment est-ce qu'on l'intègre dans un véhicule léger comme un scooter ? Alors on l'intègre au travers d'une technologie de stockage. Storash est une technologie de stockage, est un standard, c'est son ambition de devenir un standard et c'est ce que c'est en train de devenir, c'est-à-dire pouvoir mettre suffisamment d'énergie pour donner de l'autonomie et permettre à l'utilisateur de pouvoir rouler sans polluer. L'hydrogène, c'est quoi ? Alors l'hydrogène, c'est l'énergie, c'est la molécule d'origine de l'univers. Donc c'est une molécule qui nous est très familière en réalité, mais que nous n'utilisons que pour des besoins industriels jusqu'à aujourd'hui, puisque l'énergie qui a servi, l'énergie de référence qui a servi pour la mobilité et d'une manière générale pour toutes sortes d'usages industriels, ce sont les énergies fossiles depuis maintenant 150 ans. Donc l'hydrogène est l'énergie qui va devenir et qui est en train de devenir l'énergie de référence pour le 21e siècle. Vous le stockez, cet hydrogène, vous fabriquez la capsule, on va y revenir évidemment avec tout le business model qui correspond autour de cette capsule. Comment est-ce qu'on peut partir de l'hydrogène et actionner un moteur électrique ? Ça fonctionne comment ? Alors, une capsule, une cartouche Storash, en Suisse on aime bien les cartouches, donc les petites capsules et les un peu plus grosses. Donc une cartouche Storash, c'est un stockeur d'énergie. Un stockeur d'énergie, comme une batterie est un stockeur d'énergie, comme un réservoir à carburant est un stockeur d'énergie. Donc on stocke cette énergie dans cette petite capsule, sans pression ou à très très faible pression, c'est-à-dire une pression qui serait au maximum celle d'une bouteille de champagne. Donc c'est très très peu. Et puis on va utiliser cet hydrogène, donc on va aller chercher l'hydrogène dans la cartouche pour alimenter un objet que je vais appeler donc une pile à combustible, mais pour simplifier l'explication, on pourrait appeler ça presque un espèce de transformateur. C'est-à-dire que l'hydrogène va être à nouveau réuni avec l'oxygène et la réaction électrochimique de cette réunion nouvelle va permettre de créer de l'électricité pour alimenter un moteur et faire avancer le véhicule. Ce transformateur, comme vous l'appelez, pour le fabriquer, est-ce qu'on a besoin des mêmes terres rares que pour faire une batterie au lithium, par exemple ? Non, pas du tout. C'est toute la force de l'hydrogène, c'est que l'hydrogène peut s'affranchir de toute une série de métaux précieux, de terres rares, qui sont des monopoles aujourd'hui mondiaux et qui mettent toute la filière de la batterie qui nous mettent vis-à-vis des batteries dans un schéma de totale dépendance, puisque à la fois la matière première, à la fois la production des batteries et à la fois leur recyclage qui pose problème est en fait managé par aujourd'hui un seul État en réalité sur la planète. Donc là, l'hydrogène permet de s'affranchir de ça. On a besoin quand même dans une pile à combustible, donc dans un transformateur, on va l'appeler comme ça, on a quand même besoin d'objets qui ne sont pas ni rares ni précieux, mais on a quand même besoin d'un petit peu de platine. Pas toujours, ça dépend des types de piles, mais dans certaines piles, on a besoin de platine, mais en très très petite quantité. Maintenant, l'hydrogène, qui est le carburant pour fabriquer cette électricité, comment est-ce que lui-même, on arrive à le générer et à le mettre dans ces cartouches ?
Alors, l'hydrogène est fabriqué depuis maintenant fort longtemps par un procédé qui est un procédé très polluant qui s'appelle le vaporéformage. C'est ce qu'on appelle l'hydrogène gris. Donc cet hydrogène gris, on le fait avec du gaz naturel. Donc on va craquer la molécule de gaz naturel, très dans la technique, mais on craque CH4 donc, pour récupérer l'hydrogène, H2, et puis le reste, c'est du carbone, et ça part. Donc ça, c'est très polluant. 1 kg d'hydrogène, 13 kg de carbone. Donc c'est évidemment pas la bonne voie. C'est le modèle le plus courant encore aujourd'hui. C'est aujourd'hui 98-99% de la production d'hydrogène dans le monde qui est dédiée intégralement à l'industrie, en gros moitié-moitié vers la pétrochimie et vers les engrais, vers les fertilisants. Voilà, c'est les deux grandes branches qui utilisent l'hydrogène qui est fabriqué de cette manière-là. Nous ne parlons pas de cet hydrogène-là, qui est un hydrogène qui a probablement à un horizon pas très lointain vocation à disparaître. Et c'est surtout cet hydrogène qui n'est gris, qui n'est pas financé, qui n'est pas subventionné par les États. Nous parlons de l'hydrogène vert, c'est-à-dire un hydrogène qui est produit sans carbone, avec une électricité verte, où on va électrolyser l'eau, donc H2O, on va électrolyser l'eau, pour séparer l'oxygène de H2, garder l'hydrogène, et l'oxygène peut partir dans l'air, ce n'est pas polluant. Et donc c'est de cet hydrogène-là dont nous parlons, et c'est cet hydrogène-là que Storash utilise et garantit à ses clients. Et le coût de production de l'hydrogène vert, si on le compare au pétrole ou à la batterie au lithium, on est meilleur ? Alors, le coût de production de l'hydrogène vert aujourd'hui, il oscille en fonction du prix de l'électricité en entrée, donc le prix du kilowatt, pour faire tourner les électrolyseurs. Il va osciller entre 5 et 7, 8, dans des cas extrêmes, 10 francs ou dollars ou euros. Aujourd'hui, c'est presque la même chose, le kilo. Alors que l'hydrogène gris, qui est produit depuis très longtemps et où les infrastructures industrielles sont déjà amorties, donc des coûts beaucoup plus faibles, on est à 2 $ le kilo. Alors vous allez me dire, évidemment, on ne va jamais y arriver. Ça va être trop cher. Non, ça ne sera pas trop cher. Pour quelle raison ? Pour une raison principale, qui est que l'hydrogène vert est aujourd'hui au début de sa croissance industrielle. Donc on est sur des productions de petites quantités. La question, c'est le passage à l'échelle. C'est la massification. C'est ce qui est en train de se passer sur toute la planète. Toute la planète. Justement, les États suivent, subventionnent. On en est à quel niveau aujourd'hui ? On est aujourd'hui à plusieurs milliers de milliards de dollars qui sont investis par les États, les compagnies privées, les fonds régionaux, pour installer des capacités de production, ce qu'on appelle des gigafactories de production d'hydrogène. Les Français sont en train de le faire, les Allemands le font, les Marocains le font massivement, tous les pays, les Chinois bien entendu, les Australiens, tous les pays du monde sont en train d'investir pour développer de la capacité de production pour leurs propres besoins, mais aussi pour l'exportation. Vous parlez justement de milliards de dollars pour l'hydrogène vert. Mais si on le met en rapport à l'hydrogène gris, c'est quoi le niveau à peu près, pour donner une idée ? Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus d'investissement dans l'hydrogène gris. Donc c'est vraiment quelque chose qui... C'est marginal. Qui touche à vous. Okay. L'hydrogène gris, c'est 60 millions de tonnes par an produites. Donc, ces 60 millions de tonnes n'adressent que le marché industriel. L'hydrogène dont nous parlons, à 2030, c'est 400 millions de tonnes juste pour la mobilité. À 2030, c'est demain matin, d'un point de vue industriel. Donc vous imaginez quand la courbe de croissance du marché de l'hydrogène va continuer à grimper jusqu'en 2040, 2050, et que ça va occuper l'intégralité du marché de la mobilité, vous pensez bien qu'on sera sur des quantités de production qui sont absolument considérables, qui sont l'équivalent de ce que l'on connaît dans le pétrole. Vous évoquiez le Maroc, notamment. On peut déjà observer certains pays qui ont vraiment des longueurs d'avance sur d'autres. Oui, très clairement. Et le Maroc fait partie des leaders. D'abord sa capacité à être visionnaire depuis maintenant plus de 30 ans,
Ils ont commencé par la structuration dans leur chaîne de valeur de l'énergie. Ils ont commencé leur transition en installant du capacitaire, en investissant dans des moyens de production d'énergie renouvelable. Donc le solaire, l'éolien, l'hydroélectrique. Aujourd'hui, le Maroc, c'est presque 50% de la production d'électricité qui est d'origine verte. C'est considérable pour un pays qui était totalement dépendant du fossile et qui s'affranchit du fossile, en ayant en plus de cela une croissance de la consommation d'électricité de 2010 à 2030 qui est multipliée par 4. Donc vous voyez le ratio que ça représente, c'est considérable. Donc oui, le Maroc est un excellent exemple pour nous tous sur la planète, parce que c'est non seulement ils ont eu la vision, et aujourd'hui, maintenant, le Maroc implémente toute sa filière hydrogène, depuis la production jusqu'aux usages, et y compris pour l'exportation. Stéphane Havert, l'Europe est en train de faire sa transition. On le voit même en Suisse maintenant, des échéances qui sont fixées, 2030, notamment à Genève pour les ventes de véhicules thermiques. Ça s'arrêtera, on passe à l'électrique. Donc on est en train de faire la transition du pétrole à l'électrique. Mais dans certains pays, on fait la transition de l'électrique à l'hydrogène. C'est le cas en Chine notamment, l'un des marchés principaux pour Storage qui est spécialisé dans la petite mobilité. Oui, exactement. Un véhicule hydrogène, c'est un véhicule électrique, sauf que la batterie, oui. Oui, on a fait en Europe une transition effectivement du fossile vers la batterie, donc vers l'électrique. Et puis on sait très bien quelle est la limite des batteries en termes de possibilité d'équipement de l'intégralité des productions de véhicules. Ça ne sera pas suffisant. Ça va représenter mondialement environ 20% du parc. Donc la question, c'est que fait-on des 80 qui restent ? C'est ça la vraie question. Donc l'hydrogène adresse les 80% qui restent très clairement. Et donc maintenant, le sujet, c'est pour passer à l'échelle, il faut aller vite, pour être vite à l'échelle et faire baisser les coûts pour le consommateur. Donc pour ça, eh bien, il faut que les courbes entre les véhicules thermiques à moteur essence ou diesel et les véhicules qui arrivent à l'hydrogène, comme il y en a déjà aujourd'hui en commercialisation, cette courbe augmente le plus rapidement possible pour que les courbes se croisent le plus vite possible. Avant de s'intéresser, Stéphane Havert, à votre innovation, qui est cette capsule capable de contenir de l'hydrogène et au business model qui va avec, un mot peut-être de la filière hydrogène en Suisse. Elle est en train de se mettre en place avec un projet qu'on appelle Projet Go. Oui, le Projet Go est un projet très innovant. C'est un projet complexe à mener, mais c'est un projet qui s'inscrit dans un écosystème finalement de ce qu'est l'impulsion donnée à la filière hydrogène. Et c'est un très bel exemple de la capacité que nous avons à pouvoir faire la transition vers des véhicules qui soient propres, et notamment des véhicules dont on connaît l'impact environnemental, que sont les très gros véhicules, les camions, puisque le projet Go, ça équipe un camion. Et il y a en Suisse d'autres projets sur des gros véhicules, et puis il y a Storage pour les petits véhicules. Donc il y a une impulsion qui est très forte, plutôt donnée par le privé que par la grande distribution notamment. La grande distribution, parce que la grande distribution a un enjeu important, hein, c'est un sujet. Et évidemment, là, on comprend très très vite, dans un pays comme la Suisse, qui est un pays montagneux, où on grimpe souvent, on descend un peu de temps en temps, mais on grimpe souvent, il faut évidemment, on comprend très vite que les batteries ne sont pas adaptées, parce qu'il faudrait des quantités de batteries dans un véhicule, dans un pays qui non seulement est froid, mais en plus qui est en pente. Donc c'est compliqué. Donc on a différents projets, Projet Go notamment, si on se focalise là-dessus. Aujourd'hui, c'est vrai que des voitures hydrogène, difficile d'en acheter parce que difficile de les recharger en Suisse. On dit que le réseau va commencer à naître justement grâce aux entreprises. Selon vous, on y arrive quand à des recharges d'hydrogène qui soient abordables un petit peu partout sur le territoire? En Suisse, on manque d'une impulsion politique. C'est pas une question de financement, c'est une question d'impulsion politique, c'est une question de volonté politique. On a sur cette question de transition, et d'ailleurs, de ce point de vue-là, le vote sur la loi CO2 ne va pas nous aider, mais contre, malheureusement, mais
On manque de cette impulsion et que donc dans ce contexte-là, on prend du retard. On prend du retard par rapport à nos voisins. Les Allemands, très très actifs sur le sujet, les Français, très actifs aussi. Et nous, sur la mise en place de l'infrastructure de distribution, puisque c'est de ça dont il s'agit, maintenant il y a une impulsion qui est lancée. Qui a été lancée par le privé, par les grands acteurs privés, et on a besoin d'avoir un soutien politique de la Confédération, des cantons, pour favoriser, pour faire la transition le plus vite possible. C'est notre intérêt économique, c'est notre intérêt social, c'est notre intérêt environnemental, et c'est aussi notre intérêt énergétique, parce que vous l'avez bien vu ces dernières semaines et ces derniers mois, on est face à un enjeu qui est lourd d'un point de vue énergétique, qui est notre approvisionnement. Justement, vous évoquiez aussi donc le coût. Donc, a priori, ce n'est pas un problème de coût, mais si on doit mettre en perspective ou on comparer justement le coût d'une borne à hydrogène à celle d'une voiture électrique, aujourd'hui, c'est quoi à peu près ? Une station hydrogène, pour mettre en place une station avec une pompe, comme vous avez des pompes aujourd'hui à carburant, c'est entre 1,5 million et 2 millions pour mettre en place une pompe avec les unités de stockage et l'ensemble du dispositif qu'il faut mettre en place, parce que ça répond à des normes de mise en œuvre et de sécurité qui sont spécifiques et qui coûtent très cher. D'un pays à l'autre, d'ailleurs, ça varie énormément. En Californie, on est plutôt aux alentours d'1 million la station. En Europe, on est entre 1,5 et 2. Au Japon, vous êtes à 6 millions. Parce que les normes sont tellement drastiques, et pourtant les Japonais sont les leaders des véhicules hydrogène aujourd'hui. Les normes sont tellement drastiques que le coût de la station est très cher. Nous, c'est le choix qu'on a fait chez Storage, c'est de ne pas avoir d'infrastructure. Donc nous, on n'a pas besoin de station-service. Et c'est aussi pour ça qu'on n'adresse que la mobilité légère, parce qu'avec votre vélo, vous n'avez pas à aller faire le plein dans une station-service, naturellement. Justement, cette technologie, parlons-en, elle ressemble à une canette de soda, c'est une petite canette. Bon, quand même 150 brevets, ils ont été déposés pour pouvoir créer cet objet-là. Donc justement, vous réglez ce problème de la station en proposant autour de cette capsule d'hydrogène tout un service de location pour de la mobilité all-inclusive. C'est exactement cela, c'est-à-dire que l'idée, c'est que l'utilisateur, le client n'ait pas 50 démarches à faire. Il n'en a qu'une seule à faire avec son téléphone. Il choisit son type d'abonnement. Il paye, tout est inclus dedans. Il paye une fois par mois. Il choisit dans un catalogue de véhicules, en fonction du pays ou de la zone, les véhicules disponibles sur sa zone. Et tout est inclus. L'assurance, le véhicule, l'énergie à volonté, la maintenance et même des accessoires s'il le souhaite. Donc il va pouvoir avoir en un seul clic finalement l'ensemble du service, et puis ensuite il ira chercher son véhicule chez un concessionnaire de son quartier. Il pourra même faire son contrat chez le concessionnaire s'il le souhaite, s'il ne veut pas le faire avec son téléphone, et il pourra donc utiliser son véhicule comme il le souhaite pendant des durées qui vont de 6 mois à 36 mois, un peu sous une forme finalement un peu de leasing, c'est un peu cette idée-là, où tout est inclus avec qu'une seule chose à payer. Voilà. Et pour le B2B, ça c'est pour le client particulier, pour les entreprises, on est exactement dans le même format, sauf que là, il s'agit plus d'une gestion d'une flotte plutôt que pour les salariés. Par exemple, c'est le cas dans certaines villes où on déploie pour des sièges sociaux des flottes de véhicules. C'est le cas dans la région parisienne, dans des grandes villes en région parisienne, pour des grands sièges sociaux où l'entreprise met à disposition des salariés des flottes de véhicules pour qui sont leurs véhicules et qui puissent rentrer chez eux, déplacer en véhicule propre. Vous avez développé même un chargeur qui permet de donc préparer ces cartouches à la maison directement. Exact. Alors, pour la distribution, parce qu'évidemment, la distribution est un sujet clé en toute matière d'ailleurs, que ce soit dans l'énergie, que ce soit pour l'alimentaire, pour tout, c'est un sujet clé. Donc, pour la distribution, nous avons fait le choix d'avoir une distribution qui fonctionne avec 2 instruments, 2 outils. Un premier qui est un instrument accessible, un outil accessible à tous les utilisateurs, c'est-à-dire c'est un distributeur automatique,
comme un distributeur de canettes de soda, finalement. Donc c'est intégré dans les supérettes, la grande distribution, les stations-service, pourquoi pas, dans le mobilier urbain, des opérateurs de transport public, par exemple, etc., ou dans les gares. Et puis les gens peuvent venir échanger une cartouche, tout simplement. Ils arrivent avec leur vélo, ils mettent la vide, ils prennent une pleine et ils repartent. Voilà, c'est très simple. Il n'y a pas de temps d'immobilisation, pas de temps d'attente. On n'a rien d'autre à faire. La machine détecte votre téléphone et sait que vous êtes client, donc elle vous autorise à déposer, à reprendre. Et puis l'autre objet pour le client, pour encore plus démocratiser l'utilisation de l'hydrogène, nous avons développé avec une entreprise suisse un home charger, donc un chargeur à domicile qu'on a présenté pour la première fois à Shanghai il y a maintenant un petit mois de cela, et qui permet, le soir quand vous rentrez, de mettre 2 cartouches dans votre chargeur et de recharger vos cartouches. Le matin, vous repartez et vos cartouches sont pleines. La technologie est assez phénoménale. Encore faut-il réussir à la vendre. Et pour ça, vous avez besoin d'un réseau de partenaires conséquents. Dans quel type de secteur se situent tous les partenaires qui sont les vôtres ou qui seront les vôtres? Alors, on va parler des différents types de partenaires. Il y a évidemment les premiers partenaires, ce sont les constructeurs de véhicules, donc des grandes marques ou des moins grandes, des connues et des moins connues, qui sont amenés à pouvoir développer des véhicules, soit des véhicules existants que nous adaptons et que nous faisons passer de la batterie à l'hydrogène, soit des véhicules nouveaux, comme le Haimon qu'on a présenté à Shanghai le mois dernier, qui a été designé par Icona, un grand designer italien, et qui sera donc produit et commercialisé pour le marché chinois, et qui est un véhicule spécifique storage. Il n'existait pas avant. Alors que le scooter Mobion, qui est fabriqué en France, et qui est un produit fabriqué en Europe, avec des pièces européennes, Covid nous aura servi de leçon sur ce sujet. C'est un véhicule qui existe en version batterie et qui est adapté pour la version hydrogène. Vous parliez de ces distributeurs de cartouches. Quel type de partenariat vous allez devoir nouer pour assurer cette distribution? La grande distribution, bien sûr. C'est le cas dans certains pays, c'est le cas en Chine, c'est le cas en France, des partenaires pour la grande distribution, parce qu'il y a besoin de pouvoir être au cœur des villes, ce que ne peut pas faire une station-service. Nous sommes au cœur des villes avec les distributeurs, donc le consommateur n'a pas besoin de courir à gauche et à droite pour trouver une cartouche, c'est très simple. Donc évidemment, des alliances avec les transports publics, avec les grandes marques de distribution, pour mettre à disposition, à l'intérieur ou à l'extérieur d'une supérette, un distributeur de tailles différentes. Il y en a des petits, des un peu plus grands, et qui permettent au consommateur de pouvoir utiliser son énergie à volonté. Votre start-up Storage maintenant atteint un point critique, la commercialisation. Vous devez vendre ce produit. Racontez-nous l'histoire de l'entreprise, de l'idée jusqu'à maintenant, cette charnière qu'est la commercialisation, ce point critique-là. Alors, Storage, c'est une histoire de 7-8 ans de développement, puisque le premier brevet a été déposé en 2013. Donc, vous voyez, ça date. Aujourd'hui, il y a 155 brevets exactement dans le portefeuille. Donc, c'est d'abord une histoire de recherche, puis de développement. Donc, c'est une histoire de technologie. Il a fallu déposer beaucoup de brevets, faire beaucoup de recherches, trouver avec notre centre de recherche, trouver les bonnes voies pour donner au consommateur un produit sans risque, donc pas de pression, un produit totalement recyclable, 100%, sans métaux rares, sans terres rares, sans produits toxiques, et puis une valeur d'usage très très forte, c'est-à-dire un produit qui se recharge des milliers de fois, qui a une durée de vie de minimum 10 ans, pour être capable d'être finalement compatible, environnementalement compatible avec ce que sont les objectifs indispensables que l'on doit avoir pour assurer la transition de la planète. Maintenant, fin 2021, toute fin de l'année, quel est pour vous le plus gros risque dans l'étape de la commercialisation que vous entamez? Le plus gros risque, il est double, parce que finalement, ça rejoint cette idée de la question des partenaires. Le plus gros risque, il est double. Le premier, c'est que nos partenaires ne soient pas en capacité, pour des questions
de ce qu'on appelle la supply chain, donc l'organisation industrielle, les flux industriels, l'importation de certains composants, même parfois quand ils viennent de pas très loin. Là, il y a un risque de rupture du sourcing, donc de rupture de la chaîne, parce qu'on n'arrive pas à s'approvisionner. On a eu le cas, c'est pour cette raison que on a eu le cas à cause du Covid, et c'est pour cette raison que Storage a pris un an de retard, parce que nous n'arrivions pas à approvisionner les véhicules. Les fabricants ne pouvaient pas fabriquer les véhicules parce que les pièces n'arrivaient pas. Et donc, ils mettaient 6 mois, 8 mois, 12 mois pour avoir des pièces, parfois même carrément pas de pièces. Donc ça, c'est le premier risque. Et c'est pour ça que c'est important de relocaliser l'industrialisation ici. Storage, c'est ce que nous faisons. Nous fabriquons nos cartouches à Genève et nous fabriquons nos piles à combustible à Genève. Et ça, c'est pas une décision due au prix du transport qui a augmenté. C'était déjà dans l'ADN, dans le développement de la technologie. C'était dans l'ADN de départ, mais au départ, on a regardé très large, on a regardé de manière planétaire. C'est-à-dire qu'on s'est inscrit dans la mondialisation. Le Covid nous a appris qu'il fallait passer de la mondialisation à la planétisation. C'est-à-dire que la planétisation, ça veut dire que c'est les mêmes technos, mais elles sont localisées dans leur production. Et donc, c'est exactement ce que fait Storage. Et puis, le second risque, pour répondre à votre question, le second risque, c'est évidemment de réussir les levées de fonds. Et ça, c'est très important. Et on est dans un contexte qui est difficile pour les levées de fonds, parce qu'à la fois, il y a beaucoup de liquidités, il y a beaucoup d'appétence des investisseurs à vouloir investir, et il y a en même temps, on va dire, dans un environnement instable, pas seulement dû au Covid, mais en partie, dans un environnement instable, dans un environnement de transition énergétique, il y a beaucoup de complexité dans les prises de décision. Donc les levées de fonds sont difficiles, et je profite de l'antenne pour le dire, nous sommes en train de faire notre série B en ce moment, et donc la série B, c'est la seconde levée de fonds de Storage, pour laquelle nous sommes en train de lever 10 millions. Nous avons eu des accords d'un certain nombre d'investisseurs suisses, et je les en remercie. C'est pour nous un grand succès. Mais il y a besoin d'amplifier. Et donc, les investisseurs suisses doivent se mobiliser sur la filière hydrogène. C'est un enjeu fort pour la Suisse. C'est un enjeu technologique. C'est un enjeu d'emploi. Et on a absolument besoin d'utiliser. On a toutes les compétences en Suisse, universitaires, les labos, les PME, les grands groupes. On a toutes les compétences. On a besoin que les investisseurs se mobilisent. Une entrée en bourse par la suite, c'est quelque chose que vous envisagez ? Absolument. Quels seraient les avantages rapidement ? Alors, les avantages, il y a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Donc, il faut bien regarder le choix que nous faisons dans une entrée en bourse, ne pas le faire uniquement pour des questions de pure valorisation, mais le faire pour des questions qui sont d'abord des questions de stratégie de développement. Donc, l'entrée en bourse ne se justifie que si on a besoin d'avoir un effet levier très fort pour amplifier la croissance de Storage sur son déploiement mondial. Sinon, il faut faire appel à des financements qui ne sont pas de nature IPO, c'est-à-dire introduction en bourse, mais plutôt des financements de levée de fonds plus traditionnels ou de financement bancaire quand on a les niveaux de revenus suffisants pour pouvoir utiliser le levier de la dette bancaire. Stéphane Havert, tout à l'heure, vous parliez de relocalisation de manière générale, enfin pour pallier un peu à ce prix du transport. Votre technologie, cette cartouche est fabriquée, donc, on le disait, à Genève, en Suisse, ce qui vous permet d'accéder aussi à ce précieux sésame Swiss-made. Alors, ce n'est pas encore le cas, mais il ne devrait pas y avoir trop de problèmes pour que vous l'obteniez. Alors, nous sommes dans les critères, très clairement. Le dossier est en cours. Il faut atteindre un peu plus de 60% de la totalité de la valeur du produit localisé en Suisse, y compris une partie de l'amortissement de la R&D qu'on a le droit de faire passer dans le label. Donc nous remplissons très clairement tous les critères. Donc on n'aura pas, je pense, j'espère, n'aura pas de difficulté parce que c'est un sujet très important. La marque suisse est un label fantastique à l'étranger sur lequel non seulement qu'il faut protéger, il faut qu'en Suisse, on soit très vigilant à son utilisation, mais en même temps, il faut continuer à valoriser cette marque parce que pour les entreprises suisses, pour les innovateurs, pour les startups, c'est un fantastique bonus quand on va vendre, notamment en Asie,
en Amérique du Nord, enfin partout, à vrai dire, que ce soit en Afrique, que ce soit dans tous les continents, sont très admiratifs de ce label de qualité, de durabilité, de ce label environnemental. C'est tout ce qu'évoque le label suisse. Donc oui, il faut le poursuivre. Et donc pour nous, c'est important d'être Swiss Made. Très clairement, on gagne des appels d'offres avec le Swiss Made. On fait la différence. Alors, on fait la différence sur beaucoup de choses. On fait la différence sur la qualification en entrée du produit, c'est-à-dire qu'on a tout de suite, on remplit déjà des espèces de critères de confiance dans le produit. Parce que la Suisse inspire la confiance, la stabilité. Donc, c'est pas le hasard si notre monnaie est une monnaie refuge. Et puis, ça permet une chose qui est, à mon avis, plus importante que la qualification tout de suite de l'appel d'offres, c'est que ça permet de positionner le prix avec des niveaux de marge plus élevés, donc de pouvoir faire plus de R&D. Faire des niveaux de marge, c'est pas faire du profit. C'est pour les startups ou les PME innovantes comme nous, c'est d'avoir la capacité, les moyens d'investir dans la R&D pour qu'aujourd'hui, la performance de la cartouche soit déjà exceptionnelle, mais que demain, elle soit, et c'est ce que nous faisons, puisqu'on investit dans les programmes futurs, soit 2 fois, 3 fois, 4 fois ce qu'elle est capable de faire déjà aujourd'hui. Dans votre domaine, quelle marge gagne-t-on avec un label Swiss Made? On arrive à le quantifier? Je pense que c'est compliqué, mais ce que l'on peut voir dans d'autres domaines, la cosmétique par exemple, c'est que les stratégies de prix, donc le pricing, les stratégies de prix qui sont faites par ces entreprises, et c'est le cas pour nous, c'est un positionnement qui permet, en direction des marchés export, d'être entre 20 et 30% plus cher. La prochaine étape, pour terminer, Stéphane Havert, on va à grands pas vers 2022 maintenant. Le Covid, c'est pas terminé. Vous en êtes où dans votre calendrier? On a pris du retard, donc il ne faut pas se le cacher. C'est une réalité. Le Covid nous a fait perdre au moins 12 mois. Donc la question, c'est pas, on rattrapera pas le temps. En revanche, on se fixe un objectif, c'est de maintenir le niveau de rentabilité, ce qu'on appelle l'EBITDA, à 2024 et 2025, identique de ce qu'on avait prévu initialement dans le business plan. Donc aujourd'hui, nous y sommes. Et nous y sommes même au-delà, puisque les précommandes que nous avons aujourd'hui représentent à 2025 1,8 fois ce qu'on a prévu déjà dans le business plan. Donc on est déjà au-delà dans le nombre de villes qui nous ont demandé l'implémentation de Storage avec les constructeurs et donc le déploiement pour les particuliers, pour les entreprises et pour tout ce qui est livraison dans les villes. Ça représente aujourd'hui, en volumétrie potentielle, en précommande, 1,8 fois le business plan initial. Et qu'est-ce qu'il a fallu modifier ou renforcer pour garder cette échéance de rentabilité? Il a fallu se concentrer sur la gamme de véhicules. C'est-à-dire que notre ambition au départ, c'était d'avoir dès le départ une gamme de véhicules assez large, jusqu'aux petites voitures, avec des petites voitures très sympas, comme la Minimo, la voiture de Brigitte Bardot à Saint-Tropez, qui est une voiture très marrante, un peu légendaire, donc on transforme en voiture hydrogène. Donc on est en train de le faire, hein. On est en train de le faire, mais elle ne sera pas prête maintenant, elle sera prête en 2024. Et donc, parce que ça demande du temps. Donc on s'est concentré sur les véhicules en limitant le segment des véhicules très légers, des vélos jusqu'aux gros scooters. Voilà. Et c'est ça, ce segment-là. Donc, ça va représenter au catalogue entre 6 et 10 véhicules qui seront disponibles, de grandes marques et de marques un peu moins connues. Merci Stéphane Havert pour la présentation de Storage et de cette technologie. On se réjouit de pouvoir en découvrir les bienfaits, de pouvoir la tester en Suisse. Merci beaucoup. Merci Vincent. Merci Elliot. Merci Vincent. On se retrouve la semaine prochaine dans B2B pour partager de nouveaux moments tous ensemble et découvrir de nouvelles entreprises et entrepreneurs en Suisse romande. Portez-vous bien. À bientôt. B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants.